Donc pour ce qu'il en est des concepts théoriques, débutons peut-être par celui de la santé. En fait, la santé, c'est quoi? C'est un concept global et multidimensionnel, dans le sens où il peut être assimilé à un bien-être tant physique, psychique que social, comme le définit l'OMS. C'est également une ressource de la vie et non seulement une fin. C'est le fait de ne pas être malade dans sa tête et dans son corps, mais c'est aussi, bien entendu, le fait de jouir pleinement des ressources et des capacités pour pouvoir réaliser nos ambitions, satisfaire nos besoins, nous épanouir, évoluer et nous adapter à notre milieu. Mais pour parvenir à cela, il nous faut des fondations. Et il existe une multitude de facteurs qui vont contribuer à la construction de ces fondations et qui vont plus ou moins impacter notre santé. On les appelle les déterminants de la santé. Une partie sont médicaux, comme par exemple les soins de santé, mais la majorité ne le sont pas. On retrouve par exemple l'environnement naturel, le contexte politique et législatif dans lequel on se trouve, le logement, le fait d'avoir un revenu décent, l'environnement social, etc., etc. Cependant, tout le monde ne bénéficie pas de la même manière de tous ces déterminants, et le fait de ne pas pouvoir bénéficier de certains de ces facteurs sociétaux et structurels externes à l'individu est considéré comme ce que l'on appelle des inégalités sociales de santé. Voilà pour la santé. Désormais, quand j'aborderai le terme santé dans ma présentation, vous saurez ce que j'y attache. Cette vision de la santé, elle est fortement défendue et appliquée dans le champ de la promotion de la santé. Donc la promotion de la santé, c'est quoi? C'est une démarche qui est empreinte de valeurs fortes, un champ de pratiques spécialisées et de recherche qui agit à multiniveaux sur tous ces déterminants de la santé dont je viens de vous parler, tant au niveau du coup des déterminants individuels que ceux qui sont plus structurels, ce qui implique du coup une diversité d'acteurs qui sont issus de secteurs différents. La promotion de la santé, elle a aussi pour grande mission de lutter contre les inégalités sociales de santé en essayant de les réduire tant que faire se peut. Et elle agira sur 5 axes prioritaires d'action. Renforcer l'action communautaire, développer les aptitudes individuelles, créer des milieux de vie qui sont favorables à la santé, réorienter les services de santé et établir une politique publique saine. Et cela par le biais notamment du renforcement du pouvoir d'agir des personnes, ce qu'on appelle la capacitation ou en anglais l'empowerment, via également des valeurs d'équité, de justice sociale, de participation et de solidarité. Pour travailler en promotion de la santé, on peut engager plusieurs approches, donc plusieurs portes d'entrée. Par exemple, on peut travailler par la porte d'entrée populationnelle, c'est-à-dire se cibler sur un groupe spécifique de population, ou par les maladies, par une maladie spécifique, mais aussi par l'approche des milieux de vie, dont je vais vous parler un petit peu après. Mais pourquoi en fait s'intéresser à la santé et à la promotion de la santé lorsqu'on parle des prisons? Il y a plusieurs réponses à cette question, notamment le fait que la santé des personnes détenues fait partie en fait, de la santé publique tout simplement, parce que l'état de santé des personnes détenues est moins bon souvent à l'entrée en prison et qu'on observe une aggravation de cet état de santé à la sortie, parce qu'on observe une réinsertion qui est peu effective avec un taux de récidive assez important dans notre pays. Parce que ce sont également des personnes qui, de par leur mode de vie très précaire, sont difficilement atteignables dans le monde libre, car elles vivent des situations d'exclusion sociale, de désaffiliation multiples, et n'ont pas toujours de logement fixe, etc. Donc c'est un public particulièrement touché par ces inégalités sociales de santé. Également parce que les entrées et les sorties sont fréquentes entre l'intérieur et l'extérieur de la prison, ce qui peut aussi participer à la transmission de maladies entre le monde libre et le monde fermé. On observe aussi un taux de mortalité supérieur, toutes causes confondues, chez les personnes qui ont vécu un temps d'incarcération en comparaison avec les personnes qui n'ont jamais vécu de moment d'incarcération. Aussi, la prison peut être considérée comme un moment d'arrêt dans la vie des personnes et donc une opportunité pour elles de prendre du temps pour considérer leurs besoins de santé, d'autant plus qu'une grande partie des personnes qui sont en prison sont issues de milieux très précaires à nouveau, et donc la gestion d'autres problématiques plus urgentes, telles que des problématiques d'ordre social, économique ou de logement, vont peut-être passer avant des problématiques de santé. Et enfin, parce que traiter du sujet de la santé et de la promotion de la santé en prison carcérale rentre dans les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 3, donc les objectifs de développement durable développés par les Nations Unies, l'objectif 3 qui est la promotion de la santé et le bien-être, et l'objectif 10 qui est de réduire les inégalités sociales de santé.
Et pourquoi s'y intéresser aujourd'hui tout particulièrement? Parce qu'on est dans un contexte de changement, dans le sens où on construit de nouvelles prisons, et il y a notamment eu la construction de la méga prison de Aachen à Bruxelles, et parce qu'on est aussi dans une ère où une réforme des soins pénitentiaires est en cours. Donc cette réforme a pour but de transférer les compétences des soins pénitentiaires qui sont actuellement sous le chef du ministère de la Justice vers le ministère de la Santé publique. Donc ces événements, c'est des opportunités en fait, puisqu'ils représentent des changements et par conséquent des opportunités pour penser la santé en prison. Ce qu'elle représente, comment elle existe au sein de ce milieu, quelle place et définition on lui donne. Un autre concept théorique, j'espère que je ne vais pas trop vite, accrochez-vous. Un autre concept théorique que j'aimerais peut-être aborder avec vous ce matin, c'est celui des milieux de vie favorables à la santé. Donc j'en ai brièvement parlé plus tôt en disant que la promotion de la santé, elle peut s'engager par différentes portes d'entrée, notamment par l'approche des milieux de vie. Et cela s'est développé en partant du constat que les contextes de vie des individus ont des impacts directs et indirects sur le bien-être et la santé des personnes qui vivent et qui évoluent dans ce milieu. C'est dans ces milieux que se crée la santé. On réalise cette approche de promotion de la santé par milieu de vie en incluant la santé et le bien-être dans la culture, les valeurs et les missions de ces environnements pour adresser l'entièreté des déterminants de la santé qui composent ce milieu. Vous avez peut-être déjà entendu parler des villes en santé, des écoles en santé ou des hôpitaux promoteurs de santé. Pour vous donner un exemple, une ville en santé, c'est une ville qui a décidé d'élargir ses objectifs de base pour y inclure la santé et le bien-être, et qui agira alors à tous les niveaux pour déployer sa conception de la santé. Par exemple, elle permettra l'accès à l'eau potable et à l'alimentation pour tous, l'accès à des soins de santé, à des logements de qualité, aux activités culturelles, à toute une série de services publics et à des espaces verts, etc. etc. Donc l'approche par les milieux de vie, c'est une approche qui est défendue depuis plusieurs années, et ce via des réseaux internationaux d'experts et de professionnels qui sont soutenus par l'Organisation mondiale de la santé. Mais qu'en est-il pour les prisons? La prison, c'est également un lieu de vie, et donc il existe aussi dans la théorie le concept des prisons promotrices de santé. Ce concept, il existe depuis les années 90, mais il a été remis en évidence par l'Organisation mondiale de la santé en 2014 comme une approche prometteuse de la santé en prison. Les prisons promotrices de santé, elles sont moins développées que d'autres milieux de vie, donc on dispose de moins de connaissances à ce propos. Mais voici un peu ce que la littérature met en avant, la littérature scientifique internationale à ce propos. Donc une prison promotrice de santé, c'est une prison qui a une vision systémique de la prison avec des actions à tous les niveaux, qui met en œuvre des initiatives de prévention des maladies, d'éducation pour la santé et de promotion de la santé, qui inclut la santé dans la culture, les missions, les services et les activités de la prison, qui établit des liens avec la communauté extérieure, qui décloisonne les silos en interne pour développer la collaboration interprofessionnelle, qui dispose d'un régime pénitentiaire qui soutient le bien-être des personnes détenues. C'est un environnement qui promeut la capacitation et qui s'inscrit dans des politiques carcérales qui promeuvent la santé et le bien-être. Cependant, on observe un développement assez lent de ce concept de prison promotrice de santé, en comparaison avec d'autres milieux de vie, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a aussi peu d'applications pratiques, donc la théorie existe, mais on a peu d'exemples de comment la mettre en place. Il y a un peu plus d'exemples qui existent, notamment au Royaume-Uni, où il y a certains chercheurs qui sont un peu plus, qui se sont affairés plus sur le sujet. Donc, comme mentionné dans la slide précédente, la collaboration interprofessionnelle fait partie des éléments d'une prison promotrice de santé. Et au-delà de ça, c'est une démarche qui a fait ses preuves depuis des années au regard de la santé et plus précisément dans le champ médical. Donc, dans le secteur médical, la collaboration interprofessionnelle serait reconnue comme un gold standard pour faire face aux enjeux sociétaux qui sont devenus trop complexes et interconnectés, et qui produisent alors un enchevêtrement de problèmes de santé physique multiples et chroniques, de souffrances psychiques et d'une vulnérabilité sociale et économique. Donc appréhender cette complexité est un réel challenge culturel et organisationnel, car il y a une nécessité d'impliquer simultanément plusieurs professions différentes. Mais la collaboration interprofessionnelle, elle permet une meilleure articulation, une plus grande cohérence et une meilleure coordination des interventions. La littérature nous dit aussi que tenir compte de cette complexité est une responsabilité de l'organisation. Elle permet également de maximiser l'utilisation des ressources disponibles en réunissant tous les professionnels autour d'objectifs communs et permet de meilleurs résultats de santé pour les patients.
Et la collaboration interprofessionnelle en prison, en fait, qu'est-ce qu'il en est? Donc comme je vous disais, ce n'est pas une thématique qui est très étudiée dans la littérature, mais on a quand même pu trouver quelques informations. Donc elle aurait son sens parce qu'on se retrouve face à une population de nouveau qui a un état de santé plus détérioré. En France, les professionnels de la santé parlent même de médecine spécialisée pénitentiaire lorsqu'ils parlent des soins de santé en prison. On est face à des comorbidités multiples, associées à des problématiques sociales importantes, et donc à une population encore plus complexe qu'à l'extérieur. Envisager la santé dans les prisons, c'est prendre en charge non seulement les soins de santé, mais en fait aussi tous les aspects de la vie de la personne, puisque cette personne est enfermée et totalement dépendante du système dans lequel elle vit. On observe également une organisation en secteur qui maintient un cloisonnement entre les intervenants et qui pourrait, dans certains cas, représenter un obstacle à l'élaboration d'une offre de service qui est complète. Donc la collaboration interprofessionnelle, elle permet d'appréhender cette complexité spécifique du public carcéral. Elle a également un potentiel d'intelligence collective. Elle participerait à améliorer la continuité des soins et l'accompagnement, ce qui serait bénéfique pour la réinsertion. Et comme je l'ai dit, elle est peu étudiée, il n'existe pas de cadre théorique ou d'outils existants pour en soutenir le développement, bien que cela semble prometteur pour appréhender la santé globale dans un milieu de vie comme la prison. Passons maintenant au vif du sujet, la recherche et ses résultats. Donc voici un peu le contexte de la recherche que j'ai menée, qui a duré un petit peu moins d'1 an, qui a été financée par la COCOF. Pour cette recherche, j'ai rencontré une diversité d'acteurs œuvrant pour le milieu carcéral, avec qui j'ai mené des entretiens individuels ou collectifs semi-dirigés. Je reviendrai plus tard dans la slide suivante sur les profils qui ont été interviewés. Faute de temps et d'autorisation nécessaires, nous n'avons pas pu rencontrer certains profils, comme des agents, des membres du service psychosocial, ou encore les personnes détenues, mais cela mériterait d'être exploré. Il y a eu aussi une phase de familiarisation avec les réalités du contexte carcéral de différentes manières. Et enfin, cette recherche est dite exploratoire parce qu'elle ne prétend pas à l'exhaustivité. Elle a pour objectif de générer une première base de connaissances pour servir aux recherches futures. Donc il s'agit d'abord de problématiser avant tout et de prendre connaissance des réalités. Cette recherche avait aussi une finalité et 2 objectifs. Donc là aussi, il faut s'accrocher parce que la finalité est comprendre comment le milieu carcéral contribue et peut contribuer durablement au développement de la santé des personnes évoluant dans ce milieu, en s'intéressant plus particulièrement à la collaboration interprofessionnelle comme levier d'action en ce sens. Avec 2 objectifs, le premier étant de comprendre et décrire comment la santé des personnes détenues est envisagée dans les prisons, et le deuxième de décrire les pratiques de collaboration interprofessionnelle au regard de la santé. Sur cette slide, je vous détaille un petit peu la diversité des profils interrogés. Je vous laisse en prendre connaissance de votre côté pendant quelques petites secondes. Alors les objectifs de la prison sont nombreux, ce qui crée parfois un flou quant à ses priorités. On parle de punition, de protection, de réinsertion, de réparation, de réadaptation, de responsabilisation. Mais qu'en est-il alors de la santé dans ces objectifs? C'est ce que nous avons essayé de comprendre en demandant aux acteurs et actrices quelle était leur définition de la santé et comment, selon elles et eux, la prison rencontrait ou non cette définition. De manière générale, les acteurs et actrices ont une vision assez globale de la santé, avec une approche assez multidimensionnelle. Beaucoup parmi eux disent avoir du mal à la définir, et donc la définissent en listant des facteurs qui contribuent à plus ou moins de santé. Ils vont par exemple lister les conditions du lieu de vie, les soins de santé, la vie de famille, la stimulation intellectuelle, l'intimité, l'autonomie, l'accès à l'information, l'hygiène ou encore la culture. Quand on demande aux personnes « et comment est-ce que la prison répond à cette définition que vous avez de la santé ?», ils exemplifient majoritairement en donnant des exemples liés aux soins médicaux et dans une moindre mesure par le biais d'autres déterminants. Mais selon les acteurs, on voit que la prison ne rencontre pas leur définition de la santé, qu'elle ne remplit pas un objectif de santé. J'ai mis ici quelques extraits d'entretien, notamment « La prison n'est pas un lieu de soins. Ce qui ne fait pas santé, c'est la prison. La santé, ce serait de foutre les gens dehors le plus vite possible. C'est de la médecine palliative. »
Y a-t-il alors une incompatibilité entre santé et prison? La prison a pourtant un potentiel pour considérer parmi ses missions le développement de la santé et être un environnement qui lui est favorable, comme présenté plus tôt dans la théorie. Mais alors, à quelles conditions? Voici ce qu'amènent les acteurs et actrices à ce propos. Je vous laisse prendre connaissance aussi du slide de votre côté. Donc, selon les acteurs et actrices, la réponse prison actuellement proposée n'est pas adaptée, ou en tout cas n'est pas en accord avec le public auquel elle s'adresse. À de nombreuses reprises, les acteurs et actrices m'ont rappelé que la population carcérale était majoritairement composée de personnes, et je cite leurs paroles, en grande difficulté, qui ont subi des abus, de la violence et de la maltraitance, elles-mêmes avant d'arriver en prison, qui vivaient dans des environnements socio-économiques tellement précaires que cela a pu les mener à la violence et à la criminalité, qu'ils ont des parcours de vie traumatiques et souvent un faible niveau d'instruction. Et selon eux, la réponse qui leur est proposée ne permet pas de tenir compte de cela. Alors, quelles adaptations sont possibles? Je vous ai mis aussi ici quelques petits extraits d'entretien que vous pourrez consulter aussi lorsqu'on vous enverra les slides. Donc, que peut-on retenir de ces premiers résultats et comment les mettre en perspective? On se rend compte que, selon les dires des acteurs, la santé en prison se traduirait peut-être principalement via les soins de santé, ce que l'on appelle en fait une vision pathogénique de la santé. Donc c'est une vision qui se concentre sur les maladies et les facteurs de risque, et qu'en promotion de la santé, on met en comparaison, en opposition avec je vois que le temps file. En opposition avec une vision salutogénique de la santé, qui est une vision plus positive, qui permet le renforcement des facteurs individuels, environnementaux, qui sont porteurs pour la santé. Et donc chaque personne dispose en fait de ressources de résistance qui permettent d'affronter les défis quotidiens de la vie et s'adapter à leur environnement. Ces ressources peuvent être matérielles ou immatérielles. Et tout le monde ne dispose pas des mêmes fondations quant à ces ressources. Et en prison, disposer de ces ressources pourrait aider à supporter l'emprisonnement et à plus facilement s'adapter au nouvel environnement qu'est la prison, selon la littérature. Donc on est face à une population qui est dépourvue de certaines ressources, comme le disent les acteurs, et comme le dit la littérature aussi, qui mentionne que les personnes ayant commis des crimes ou des délits sont très probablement dépourvues de prédispositions protectrices qui les empêchent d'être impliquées dans la criminalité ou d'en être affectées et d'être exposées à des environnements criminogènes. Pourtant, on demande à ces personnes de se responsabiliser par rapport à leurs actes et de s'engager activement dans leur réinsertion. Une réinsertion qui est jugée peu effective par les acteurs, puisque toute une série de défis sociaux, économiques et personnels compliquent considérablement cette réinsertion. Y a-t-il alors un autre rôle pour la prison? Les pistes amenées par les acteurs font-elles partie des adaptations possibles? Au niveau des perspectives, les résultats mettent en résonance, on observe une résonance avec le principe de capacitation de la promotion de la santé, qui permet aussi qui consiste à reconstruire le capital de ressources de base des personnes. Et je me suis alors intéressée à la différence entre réinsertion et réhabilitation. Donc dans la littérature anglophone, on a les mots reintegration, qui est en fait la réinsertion chez nous, et puis rehabilitation. L'Office des Nations Unies pour la drogue et le crime insiste aussi sur le fait que la probabilité d'une réinsertion réussie est très faible si le temps d'incarcération n'a pas été accompagné d'un programme de réhabilitation efficace, car il est compliqué pour les personnes détenues de faire face aux multiples challenges qui leur sont imposés suite à l'incarcération. En Belgique, on fait massivement référence au concept de réinsertion, mais très peu de réhabilitation. Dans la loi de principe, le terme réhabilitation ne se retrouve qu'à une reprise, alors que le terme réinsertion à plusieurs reprises. Il n'y a pas d'explication qui permette de comprendre ce que veut dire le terme réhabilitation dans cette loi. Lorsque je me suis aussi intéressée aux définitions de ces deux termes, je me suis retrouvée face à une définition plutôt du champ de l'ordre de la psychiatrie, mais qui me semblait intéressante, où dans cette discipline, on définira la réhabilitation, aussi appelée réadaptation dans ce cas-là, comme le fait d'améliorer les capacités du malade dans les gestes et activités ordinaires, en vue de lui rendre tant que possible son autonomie, qui avait été restreinte par la maladie, ayant créé une certaine forme de dépendance. La réinsertion, quant à elle, concerne l'intégration dans la société via les droits sociaux, le travail ou encore le logement. La théorie nous a montré que pour faire plus de santé, cela passe aussi par plus de collaboration entre les professionnels. Pour comprendre quel est le rôle de la collaboration interprofessionnelle dans tout ça, il nous a d'abord paru bon de comprendre quelles en étaient les pratiques actuelles en prison et de les décrire. Voici ce que les acteurs amènent par rapport à la collaboration interprofessionnelle. On observe que donc les acteurs appartiennent à des sous-systèmes.
On va observer par exemple les acteurs externes qui sont un peu mis en opposition avec les acteurs internes, ceux qui sont financés par la justice, ceux qui sont dits indépendants. On va aussi mentionner les sociaux, les médicaux, ceux qui gèrent la sécurité, avec chaque sous-système qui remplit des missions et qui tend vers des objectifs qui lui sont propres, avec parfois des manières de travailler et de fonctionner aussi qui lui est propre. Les acteurs disent aussi avoir parfois une méconnaissance des autres sous-systèmes, que la méfiance peut faire partie aussi des freins à la collaboration, que les collaborations en prison sont souvent ponctuelles, sur des demandes précises, non formalisées ou ancrées officiellement. Certains diront qu'il n'y a pas de protocole. Les collaborations existantes naissent aussi beaucoup sur base de bonnes relations interpersonnelles. Il existe des intervenants que l'on peut appeler des passeurs de frontières qui sont confrontés à des limites institutionnelles mais qui vont utiliser la marge de manœuvre qu'il leur est accordée pour mettre en place des stratégies et des partenariats plus informels pour aider à mieux répondre aux besoins des personnes détenues. Les avis sont divergents au sein des acteurs sur la nécessité de développer davantage cette collaboration interprofessionnelle. On observe aussi une place peut-être plus compliquée pour les services externes qui sont moins reconnus comme des acteurs légitimes et faisant partie du système. La collaboration interprofessionnelle permettrait aussi, selon les acteurs, d'amener des regards différents sur la personne détenue et donc de pouvoir l'accompagner plus dans une globalité. Ils évoquent aussi un manque de temps et de ressources à y dédier, qu'il n'existe pas d'espace pour réfléchir sur les pratiques en commun. Certains partagent un désespoir et un sentiment d'impuissance qui freinent peut-être à l'innovation. Il y a un manque peut-être d'objectifs communs aussi et partagés qui pourraient réunir ces professionnels pour travailler ensemble. Il y a également une distribution des compétences santé qui, selon les acteurs, fragmente les responsabilités et provoque parfois de la déresponsabilisation. Enfin, le secret professionnel a été mentionné à quelques reprises comme un argument pour ne pas aller plus loin dans la collaboration interprofessionnelle. J'avais mis ce que j'avais aussi trouvé dans la littérature. Je vais la faire brève, mais donc la littérature amène quand même quelques éléments pour soutenir un peu en fait, les propos des acteurs. Elle reconnaît l'importance de la confiance réciproque, d'une vision commune ou d'un développement d'un objet d'activité collective. Le fait d'avoir des valeurs, des éthiques et des objectifs qui sont partagés, on parle presque d'un changement culturel de l'organisation, mais des objectifs partagés, en fait c'est peut-être compliqué dans une prison qui a déjà de nombreux objectifs et qui donc amène un peu de flou à ce niveau-là. Les différences de pouvoir et de niveau de communication peuvent représenter peut-être un frein. Les désaccords aussi sur le sens de l'incarcération, donc à nouveau avec ces objectifs, est-ce que l'incarcération doit servir à punir ou bien à réhabiliter ? Et enfin, la responsabilité de prendre soin de la personne, et cette responsabilité qui peut être assignée par d'autres ou prise volontairement est dépendante de multiples facteurs, et j'ai un article très intéressant qui en parle si ça vous intéresse, mais je vais faire un peu plus court. Leçons et perspectives, en fait je voulais plutôt mettre conclusion. Les acteurs ont mis en avant l'importance d'agir sur les déterminants sociaux et structurels liés à l'organisation, pour s'attaquer aux causes des causes durant l'incarcération, ce qui pourrait permettre aussi de travailler à la réduction des inégalités sociales de santé. La recherche a également ouvert la réflexion sur la manière dont la santé est considérée en milieu carcéral, sur la place qu'on lui donne dans cet environnement et dans ce milieu de vie. Le peu de considération actuelle pour le concept des prisons promotrices de santé peut peut-être s'expliquer par la difficulté à mettre en lien la capacitation et une incarcération réussie. Donc en comparaison par exemple avec d'autres milieux de vie promoteurs de santé, comme par exemple les écoles en santé, où l'on sait, il est reconnu que le bien-être et la santé vont conditionner la réussite scolaire des élèves. Une dernière notion intéressante également est celle de la responsabilité des acteurs et des actrices, comme je viens de le mentionner, face à la mission de participer à la création d'un environnement qui est porteur pour la santé. Enfin, il n'y a pas de baguette magique, pas de méthode qui fonctionne en toutes circonstances. Les contextes carcéraux sont très différents en fonction des prisons, de leur taille, de leur régime de sécurité, de la population de leur public en fait. Donc ne doit-on pas peut-être penser au cas par cas ? Enfin, qu'en est-il de la réforme des soins pénitentiaires et de la prison de Aaron ? Ce contexte de changement, marqué par ces deux événements, sont des opportunités pour travailler tout ce qu'on vient de discuter ici depuis 20 minutes, 30 minutes, et peut-être pouvoir tendre dans cette direction. Merci.